Bonjour tout le monde, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Alors aujourd'hui, mon invité s'appelle Denis Drouin. Bonjour Monsieur Drouin, bienvenue à notre émission. Eh bien, bonjour Monsieur Drouin. Alors on va clarifier quelque chose tout de suite. On est deux Drouin, mais on n'a aucun lien de parenté, n'est-ce pas? Aucun lien de parenté connu. Probablement dans la ligne hiérarchique, loin, loin. Oui. Ben, vous êtes savez-vous d'où vos ancêtres viennent, j'imagine? Je suis un Beauceron d'origine, alors mes ancêtres viennent de la Beauce. Là, Et moi, c'est de l'île d'Orléans. Peut-être qu'ils se sont rencontrés quelque part en Beauce, mais disons que, voilà, ça clarifie cet aspect-là. Oui, j'ai appris aujourd'hui, on fait une petite parenthèse, j'ai appris en faisant du vélo cet été qu'à l'île d'Orléans, il y avait beaucoup de Drouins. Oui, puis la maison de l'ancêtre des Drouins, Robert Drouin, qui est là, qui est vraiment une belle chose à visiter si jamais... Oui, j'ai été. Ah, vous l'avez vu, OK. Bien, par un beau hasard, on a passé devant, alors j'ai dit, je ne peux pas manquer ça. Bon, excellent. Alors, M. Drouin, vous êtes à l'émission parce que vous êtes connu comme étant un bénévole qui s'est enthousiasmé, mais quasiment à l'excès, à l'extrême limite, pour aider les personnes, les athlètes qui compétitionnent dans des compétitions paralympiques. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle je me suis d'abord intéressé à vous, mais j'aimerais ça, dans un premier temps, comprendre un peu d'où vous venez et puis qu'est-ce qui a pu finalement vous amener là. Alors, on peut commencer en parlant de votre jeunesse. Où est-ce que vous avez vécu votre jeunesse? Bien, moi, je suis un Beauceron d'origine et un Bécancourrois d'adoption. Ma jeunesse, je l'ai passée à Vallée-Jonction, dans un beau petit village en Beauce, où le bénévolat est un peu comme ce que j'ai retrouvé. Je demeure dans le secteur Gentilly de la ville de Bécancour. Il y a du bénévolat là, à temps plein, presque tout le monde. Alors, j'étais dans une maison, famille et un village où c'était comme ça. D'ailleurs, j'ai suivi un peu les traces de mon père là-dessus parce qu'il y a le centre communautaire G.D. Drouin. C'est mon père qui ont donné ce nom-là à cause du 35-40 années de bénévolat dans le village. Donc, c'est le nom de votre père qui a été donné à ce centre-là? À ce centre-là. Parce qu'il a fait du bénévolat dans sa communauté pendant toutes ces années-là. Oui. Donc, je vois déjà que le mot bénévolat est un peu ancré dans votre tradition familiale. En effet. J'avais 6, 7, 8 ans, j'étais petit pète, et puis mon père allait défricher des pistes de ski de fond. Il m'amenait avec lui, et il m'amenait au terrain de jeu, et je l'aidais, et il préparait le tennis, je l'aidais. J'étais porté vers ça tout naturellement, faire des activités avec mon père, puis j'ai continué. Est-ce que vous étiez fils unique ou est-ce qu'il y avait d'autres, des frères et sœurs? J'ai un frère cadet et une sœur aînée. OK. Et votre père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, lui? Mon père, il était mécanicien dans une manufacture de chaussures. D'accord. Donc, c'est un travail qui lui permettait de pouvoir passer du temps avec sa famille, puis aussi qui lui donnait du temps de faire du bénévolat en plus, j'imagine. Tout à fait. Il faisait 2 chiffres. Un chiffre pour la famille, puis un chiffre pour le bénévolat. Ouais. Puis un 3e chiffre, de temps en temps, il dormait puis il allait travailler. OK. Donc, le 3e était payant, mais les 2 autres n'étaient pas beaucoup payants. Les 2 autres étaient payants, mais comme on fait du bénévolat, habituellement, c'est très, très payant. Et pour moi aussi, c'est payant dans les émotions, les rencontres qu'on fait. Donc, je comprends bien votre vie familiale, votre jeunesse, ça a été comme une source d'inspiration. Vous avez un peu eu l'exemple de vos parents. Vous n'avez pas parlé de votre mère, mais j'imagine aussi. Elle aussi était la fille d'Isabelle, puis elle se donnait aussi dans le village à temps plein. Et ça, l'expérience parentale, c'est quelque chose qui vous marque, puis qui peut vous servir d'inspiration après ça. Absolument. Et vous avez fait des études dans quel domaine après ça? Moi, je suis électricien de métier. OK. Et l'histoire de mon travail, c'est j'ai travaillé à Fermont, au Nouveau-Québec, sur la Côte-Nord, comme électricien. Après ça, à Port-Cartier. Là, je suis devenu superviseur. Et à partir de Port-Cartier, en 85, j'ai changé de métal. C'était dans l'acier à Port-Cartier. Changé de métal. Je suis venu travailler à l'aluminerie à Bécancour comme superviseur et pendant 32-33 ans. Donc, vous êtes devenu un Bécancourrois. Oui, absolument. Depuis de nombreuses années. Depuis 1985. À Gentilly, j'imagine. À Gentilly, toujours. C'est ça. Okay. Et graduellement, vous aussi, donc, comment vous est venue la possibilité de travailler comme bénévole? Vous aviez un emploi à plein temps? J'avais un emploi à plein temps, mais j'ai fait quand même, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai adopté Gentilly,
je retrouvais mon village avec plein de possibilités de bénévolat, le carnaval, maintenant le Moulin Michel. Et comme je suis un féru de sport, à l'école primaire, quand mes enfants avaient l'âge, j'ai démarré du basketball là. Et après ça, j'ai amené ce basketball-là à Saint-Pierre-les-Béquets où mes enfants continuaient les études. Et j'ai fait ça. Après ça, j'ai vraiment tombé dans la piqûre. J'ai arbitré, j'ai coaché. Je me suis occupé du basket. Ma fille m'a déjà dit un moment donné, pas parce qu'elle a coaché, elle aussi. Ouais. Elle dit, pas, elle dit, je te remercie. Elle dit, là, je réalise comment tu t'es donné. Ben, j'ai dit, là, j'avais vraiment 2 jobs, là. J'avais ma job à l'usine, puis j'avais ma famille, puis j'avais un autre 40 heures de bénévolat par semaine pour ce basket-là. Puis j'aime le sport. Mais quand vous parliez de bénévolat dans le basketball, qu'est-ce que vous faisiez au juste? Vous étiez coach ou... Bien, je l'ai organisé. J'étais coach, j'étais Ouais. gérant, organisateur, j'ai été arbitre. OK. Et j'étais acheteur, j'achetais les chandails au nom de l'école. Et je m'en occupais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qui vous plaisait en particulier dans ce Bien, rôle-là? ce qui me plaît le plus, c'est de coacher et d'être avec les athlètes. OK. Ça, c'est valorisant. De voir des jeunes athlètes. Quand tu les coaches, tu vois les jeunes athlètes, tu vois le début de la saison, puis tu les vois progresser, puis tu te rappelles à la fin de la saison comment ils étaient au début de la saison, la cohésion, les sourires, les joies qu'ils ont, et quelques peines, parce qu'on va en tournoi, c'est un apprentissage là aussi. Tu apprends à vivre. Ouais, là. ouais. Tu gagnes des parties, tu perds des parties. Et les gens comptent sur vous. Vous devez sentir que vos athlètes comptaient sur vous, que vous étiez important pour Oui, l'équipe. Coach Den, effectivement. il me rencontrait sur la rue, puis il était bien content de rencontrer Coach Den. Puis, oui. Et pendant tout ce temps-là, votre vie familiale, parce que quand on est passionné, parfois, on a tendance à mettre un petit peu de côté la vie de famille. Vous, comment vous avez géré ça, la vie de famille, avec ces activités-là? En fait, j'ai 2 enfants. J'ai eu plus... J'étais plus proche de ma fille parce qu'elle a joué au basket tout le temps. Mon garçon, lui, à un moment donné, il a changé pour aller vers la musique. Alors, je l'aidais, je prêtais la voiture, il avait son band, je l'encourageais. Je ne pouvais pas l'aider, mais quand même, j'allais à ses shows, et puis comme ça. Donc, puis on allait en vacances, puis quand on allait en vacances ensemble, on avait quand même du temps. Je prenais soin de ma conjointe aussi, il ne faut pas l'oublier, là. Mais c'est ça, votre famille n'était pas jalouse de ce que vous faisiez à l'extérieur. Autrement dit, est-ce qu'ils sentaient que... Ils ne l'ont pas manifesté. Non. Il faudra leur demander. Non, mais je ne crois pas, non. OK, donc vous avez été dans le domaine du sport pendant un certain temps. Et puis après, comment est arrivé le côté d'aider les gens dans des compétitions paraplégiques? Avoir été impliqué dans le sport, beaucoup, tout le temps. J'avais un petit rêve qui me trottait en arrière de la tête, c'était d'aller participer comme bénévole à une Olympique paralympique. Alors ça, j'ai fait ça en 2010, la première fois. La première fois que vous êtes allé, c'est dans 2010? Dans un bénévolat international comme ça. Okay. C'était en 2010, aux Jeux de Vancouver. Okay. Je suis parti 9 semaines de mon travail. J'ai eu un patron qui m'a... et un collègue de travail, je le nomme, Nelson Huppé, qui m'a vraiment appuyé pour que je puisse aller pendant 9 semaines, qui m'a remplacé pendant ce temps-là. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le sport paralympique. Ici, j'étais impliqué dans le sport, mais le sport des valides. OK. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ou c'est une coïncidence que vous vous intéressiez aux Paralympiques? Bien, j'avais appliqué sur des postes aux Olympiques et aux Paralympiques, mais j'ai découvert les athlètes paralympiques là. Et les athlètes paralympiques, là, ce qu'il faut comprendre d'eux, et ils sont vraiment un exemple d'esprit sportif, là, et de personnes vraiment exceptionnelles, eux, ils ne regardent pas ce qui leur manque. Il leur manque un bras, ils ne voient pas, il leur manque un pied. Ils voient ce qu'ils ont, puis ils font 100% avec ce qu'ils ont. Puis c'est tout, là. Ouais, fait que ça, c'est une belle leçon de vie, là. Ouais. Arrête de te plaindre dans ton petit coin quand tu as un petit mal de tête, là. Ouais. Il y en a qui n'ont pas de bras, là, tu sais. Le verre à moitié plein versus le verre à moitié vide. Là, regarde ce que tu as, puis fais avec. Alors, racontez-moi un petit peu l'expérience. Vous avez passé 9 semaines, vous dites, à... Oui, ça, c'était 9 semaines là-bas, aux Olympiques et Paralympiques. OK. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu de comment ça se passait? Qu'est-ce que vous faisiez? Bien,
Là-bas, c'était l'hiver, j'étais sur l'équipe de ski alpin, c'est-à-dire l'équipe qui prépare la piste. On était un gros groupe, on était 250 bénévoles pour une piste. Alors, c'est beaucoup. Mais il y en a qui travaillent le matin, il y en a qui travaillent l'après-midi. On ne peut pas être là à tous les jours. Moi, j'avais pas pris ma retraite, mais j'étais à plein temps là-bas pour ça. Je vivais dans mon campeur à cet endroit-là. Okay. Alors, j'étais tout proche, on prenait l'autobus, on allait. Et être sur l'équipe de piste aux Olympiques à Whistler, tu te lèves le matin des fois très tôt. Parce qu'il y a tombé de la neige, dans la ligne de course, il faut que tu l'enlèves. Ah, c'est vous qui deviez l'enlever? Faut que tu y vas en chasse-neige parce que les machines ne vont pas dans la ligne de course parce qu'ils la casseraient, ils la briseraient. Donc, c'est les bénévoles. On fait du chasse-neige. J'ai découvert des muscles dans mes jambes que je ne connaissais même pas le nom. À force de pousser de la neige, pelleter, préparer. Installer les clôtures bleues ou rouges qu'on voit souvent dans ces choses-là, des coussins, etc., etc. Tout préparer la piste pour ces athlètes-là. Et c'était la même chose pour les athlètes paralympiques. J'étais encore sur le ski alpin. OK. Bien, mais alors, quel était votre rôle précis auprès des athlètes eux-mêmes? Bien, là, en fait, c'était de leur préparer la chose. J'avais, à cet emploi-là de bénévole, on n'avait pas de contact direct avec les athlètes. Okay. Lorsque la course était commencée, on était à l'extérieur ou quelques-uns seulement pour aller racler un peu, réparer la piste ou si les drapeaux, par exemple, un athlète trébuchait, tombait, puis il partait avec les drapeaux, on allait les chercher puis on les replaçait. Donc, pendant la compétition, on n'était que quelques-uns. Et vous, donc, vous faisiez, encore une fois, tout ça bénévolement, complètement? Bénévolement. Et je dis à la blague, et je vais le répéter parce que je l'ai dit souvent, vous savez, aux Paralympiques à Paris, là, pour les bénévoles, là, tout est payé. Le logement, l'avion, le transport, tout est payé. Par moi. Sauf les bénévoles. Non, par moi. Oh, par vous? C'est moi qui paye tout. Mais tu sais, à un moment donné, on choisit de prendre des vacances, de dépenser de l'argent pour aller en vacances. Moi, je choisis de dépenser de l'argent pour aller en vacances. Puis donner mon temps, puis recevoir beaucoup d'amour des athlètes. C'est vraiment par conviction que, absolument. Que vous faites ça. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous en retirez, grosso modo? D'abord, en 2010, il y avait encore peut-être des préjugés un peu, c'était peut-être un petit peu moins ouvert par rapport aux Jeux paralympiques. Est-ce que vous sentiez que c'était plus difficile un peu dans ce temps-là? La différence que j'ai trouvée, moi, parce que j'ai fait les deux cette année-là, en dehors des compétitions, les athlètes, ils sont à quelque part, là. On les rencontre dans le village. Moi, c'était dans le village de ski, là. On les rencontre, les athlètes. Et c'était beaucoup plus facile d'approcher les athlètes paralympiques. Il y a moins de sécurité. Puis, ces athlètes-là, ils sont, excusez le terme anglais, ils sont friendly, là. Ils veulent rencontrer les gens, ils ont du plaisir, puis ils circulent, puis... c'est des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment plaisants. Les athlètes olympiques aussi. Mais souvent, pas souvent, occasionnellement, là, ils sont un peu c'est moi le meilleur, puis attention. Là, comme n'importe qui. Mais comme n'importe qui, mais ils sont vraiment les meilleurs. Là. Mais les Paralympiques aussi, c'est tous les meilleurs au monde. Bien sûr. Sauf qu'ils sont comment je dirais ça? Un peu moins. C'est pas le vrai mot, là, un peu moins imbus d'eux autres. Là. Ils sont plus faciles d'approche. Peut-être un petit peu plus modestes, un peu plus... Pas nécessairement plus modestes, plus faciles d'accès, puis ils sont conscients. Je vais vous donner un exemple. Aux Paralympiques de Paris, les athlètes, moi j'étais sur le basketball en fauteuil. Nommez-moi un sport qui fait ce que je vais vous décrire là. Après chaque partie, puis ça, j'ai vécu ça aussi dans des Jeux du Canada que j'ai été, après chaque partie, les joueurs de basketball en fauteuil se serrent la main. Ça, c'est pas rare qu'on voit ça dans des compétitions. Vont aussi soit donner un petit kick, un petit point aux arbitres pour les remercier, passent à la table de marqueurs et annonceurs et tous les officiels mineurs, leur font un petit kick ou leur lèvent la main, se retournent vers leur foule et applaudissent leur foule. À toutes les parties. Que ce soit une partie du début ou que ce soit la finale. Donc, c'est comme ça tout le temps. Est-ce qu'ils se donnent le mot pour ça? Ou est-ce que... Ah non, c'est instinctif. C'est fait spontanément. C'est très, très facile. Donc, entre autres, je vais vous donner un autre exemple, comment ces athlètes-là sont vraiment sportifs.
si vous avez vu, vous irez voir si vous ne l'avez pas vu, des parties de basket en fauteuil, ça va très vite. Et à l'occasion, il y a une collision, il y a quelque chose qui se passe, il y a un des athlètes, que ce soit des garçons ou des filles, qui trébuche. Sa chaise est sur le côté. Bien sûr. Et dépendant de leur capacité, parce qu'ils ont des handicaps, bien sûr, quelquefois, ils sont capables de se relever seuls, mais quelquefois pas. Et la première personne qui arrive à côté de celle qui est tombée, que ce soit des garçons ou des filles, bien, il va s'approcher. Bien, si c'est la Chine qui joue contre le Canada, si c'est une Chinoise qui est tombée, il y a une Canadienne qui va y aller, et vice-versa, puis ils vont s'entraider à se relever. Ça donne... Donc, l'esprit sportif, l'esprit des jeux, du sport, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le vrai sens, dans le fond. Au vrai sens du mot, sans Ouais. se poser la moindre question. Alors, je veux juste rappeler à nos téléspectateurs que je suis en compagnie de M. Denis Drouin, qui nous a dit qu'il était un électricien de formation, et on discute de sa carrière de bénévole dans le milieu olympique, athlétique olympique en particulier. Alors, on a parlé, M. Drouin, de votre expérience à Vancouver. Après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Bien, à Vancouver, ça c'était 2010. J'ai pris ma retraite en 2012. Et je disais comme ça à ma fille qui demeure à Sherbrooke, écoute, moi, là, gestionnaire de contrat que j'étais à la fin chez ABI, je rencontrais des gens face à face, ils venaient me montrer leurs problèmes ou leurs tâches qu'ils avaient à accomplir. Moi, je trouvais le sous-traitant. Donc, j'étais face à face avec beaucoup de gens, au téléphone avec d'autres, au service des achats, des emails. J'étais entouré de personnes, puis j'étais bien là-dedans. Je communiquais avec un, avec l'autre, je rendais service à un, puis j'allais voir le sous-traitant, il faisait la job, après ça, OK, bravo, t'as bien fait ça, un autre, et ainsi de suite. Fait que j'étais là-dedans tout le temps. Je disais à ma fille comme ça, je suis un hyperactif, on va me trouver de quoi faire. Mais peut-être que toutes les rencontres que j'avais, la quantité de relations humaines que j'avais, ça va peut-être me manquer un petit peu, ça. Sans plus. Ma fille, elle me dit, ben pas. Sois bénévole aux Jeux du Canada. L'été prochain, ils sont à Sherbrooke, les Jeux du Canada. Bonne idée. J'ai été sur le site web, j'ai donné mon nom et ça a été mon premier en 2013. Puis depuis, bien, j'en ai fait 6, j'en ai pas manqué un. Été-hiver, à tous les 2 ans, il y a des Jeux du Canada. Je les ai faits parce que c'est du bonheur à temps plein à chaque fois. Donc, 6 fois... 6 fois les Jeux du Canada. Les Jeux du Canada. Déjà inscrit aux Jeux du Canada pour l'an prochain qui seront à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Oui. Donc, il doit y avoir des athlètes qui vous connaissent un petit peu. Là. Il doit y en avoir une couple qui vous reconnaissent. Les athlètes de basket en fauteuil, parce que là, depuis 23, je me suis beaucoup impliqué dans le basket en fauteuil. Entre autres, Jeux du Canada à l'île du Prince-Édouard. J'étais annonceur. J'ai nommé tous leurs noms. Okay. Ça, c'était très amusant. Ah ouais. Et après ça... j'ai rencontré les gens de la Fédération de basket du Canada, puis je leur ai dit comme ça, écoute, si tu as été satisfait du travail que j'ai fait, si tu m'invites à d'autres activités, ça se peut que je dise oui, je suis retraité, je choisis mes choses que je veux faire et que je fais. Alors, j'ai été invité pour annoncer au championnat canadien masculin qui était à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Et j'ai été invité pour annoncer le championnat de basketball en fauteuil féminin qui était à Ottawa. Ah, ben, c'est un petit peu plus que du simple bénévolat ordinaire. Là. Vous étiez comme genre annonceur officiel, en quelque sorte. Oui, annonceur officiel. Ah. Et ça, c'était dans les 2 langues, j'imagine, anglais, dans les français? 2 langues. Okay. Donc, yes, I do speak English. Oui, bon. Ben oui, c'est important. C'est important dans ce secteur-là en particulier. Et donc, vous avez fait aux Jeux du Canada en particulier, vous en avez fait 6. Est-ce qu'il y en a un moment où des expériences particulières que vous pourriez nous parler, des choses qui se sont passées qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça? Écoutez, il y a des choses de sport, mais il y a aussi des choses de belles rencontres de personnes. Parce qu'un groupe de bénévoles qui est ensemble, qui a un objectif, une tâche, une responsabilité à faire, bien, tout le monde veut là-dedans. Là. Mm-hmm. Tout le monde pousse sur la roue, là. Puis la roue, elle roule. Puis des fois, on fait des belles rencontres de bénévoles. Tout le temps, on fait des belles rencontres de bénévoles, mais quelquefois, on rencontre des bénévoles qu'ils sont plus proches de nous qu'on pensait. Ah. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais au basketball en fauteuil au Paralympique, à Paris, à l'Aréna de Bercy.
on était 600 bénévoles pour l'Aréna de Bercy. S'occuper des billets, s'occuper de l'accueil des athlètes, toutes sortes de choses à l'intérieur de l'Aréna. La tâche que j'avais, moi, ça s'appelle chef d'équipe, service aux athlètes. Alors, quelques jours avant l'ouverture officielle des Paralympiques, on a une session de formation pour qu'on connaisse les airs, qui nous explique encore davantage. On avait eu un texte qui décrivait notre tâche, qui décrivait ça. Alors, on est regroupés par groupe de 20, 30 personnes ensemble. Dans mon groupe, il y a plein, je connais personne. En France, ça parle en français. Donc, la formation est en français. Mais, quelques personnes, peut-être à ma gauche, 2 ou 3 personnes à ma gauche, j'entends un accent qui est, sans aucun doute, québécois. OK. Alors, comme je ne suis pas gêné d'aller au-devant des gens et tout, j'ai dit « Bonjour, madame. De quelle région du Québec? » Ah, du Sherbrooke. Alors, on se rapproche, on continue à faire la formation. Et beau hasard, on avait exactement les mêmes postes, chef d'équipe, service aux athlètes, et on a travaillé 5 ou 6 postes de travail ensemble. Alors, on a tissé des liens, et ma fille habitait à Sherbrooke. On s'est donné rendez-vous cet hiver, on va aller faire quelques journées de ski, puis on a gardé le contact. Donc, c'est un exemple de belles rencontres qu'on fait au niveau des bénévoles. Donc, pour vous, pas seulement avec les athlètes, mais aussi vous avez développé des contacts avec certains bénévoles. Est-ce qu'il y en a d'autres, une autre expérience comme ça? J'aimerais... Je vous raconte une autre anecdote qui est vraiment là, une allez-y. rencontre humaine vraiment plaisante. L'endroit où j'habitais, c'est un foyer de frères. C'est ma sœur qui est religieuse à Paris qui m'avait trouvé cet endroit-là. Mais dans le foyer de frères et de prêtres en devenir, il y a 26 chambres qui sont pour le public en général ou des amis ou des personnes qui veulent aller en retraite ou peu importe. Ma cousine religieuse m'avait trouvé cet endroit-là. Alors, je vais là et je suis habillé en bénévole un matin, je vais déjeuner et là, il y a foule au déjeuner. Mais je me rends compte assez rapidement, puis il y a une des personnes responsables du groupe qui voit que j'ai mon habit de bénévole, comme je suis habillé maintenant, puis elle dit « Ah, vous êtes volontaire à Paris? » Oui, oui, oui. Puis là, je commence à jaser un petit peu avec. Mais là, je me rends compte assez rapidement que les gens qui sont là, c'est des malvoyants pour la plupart. Alors, je me dis « Oh là là, ça me touche parce que, tu sais, tu t'en rends pas compte. Tant que tu t'en rends pas compte, là, eux, ils parlent, puis ils placotent, puis ils m'ont pas vu, mais ils m'ont entendu, ils savent que je suis là. Ils servent de d'autres sens. Alors, on placote comme ça, et il y a une des personnes qui s'est blessée. S'est coupée, puis là, le déjeuner se terminait, puis ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il s'appelle Bérangère. Alors, Bérangère, tout le monde partait, puis Bérangère était comme tout seul dans son coin. Je suis allé jaser un petit peu avec. L'infirmière est arrivée, il a fait un pansement, puis tout. Puis c'est là que j'ai appris que ce groupe-là, il était 12 ou 13 malvoyants. Ils ont roulé en tandem de l'Alsace sur 5 ou 6 jours vers Paris, 460 km, pour assister à des événements paralympiques. C'était pas des athlètes en tant que tels. C'est pas des athlètes, mais c'est quand même des athlètes roulés 460 km. Là. Oui, je comprends. C'était des très bons sportifs, on va dire ça comme ça. Donc, puis, une autre puis rencontre. Bérangère, il ne vaut même pas d'ombrage, lui. Ouais. Alors, bon. Puis là, ce que j'ai fait avec Bérangère, c'est devenu un peu mon ami, là, vraiment, là, parce que j'ai jasé un petit peu avec. J'avais amené un drapeau du Québec avec moi que j'avais fait installer là, dans le réfectoire, la cafétéria là, pour le déjeuner. Puis je lui ai donné quelques épinglettes, puis on a pris une photo ensemble. Et puis, quelle belle rencontre! Quelle belle rencontre de faire ça. J'ai un souvenir de ce jeune homme-là pour la vie, là. Pour la vie, là. Alors, on peut dire donc que votre participation à ces jeux, enfin que le bénévolat en général pour vous, c'est pas seulement de donner, mais c'est aussi recevoir. On en reçoit bien plus qu'on en donne. Oui. Tu sais, j'ai de la capacité, j'ai de l'enthousiasme,
je la partage. Mhm. Mais je reçois ça, là. Ça, c'est un cadeau, là, de rencontrer une personne comme ça. Puis quand tu recules un petit peu après ça, Ouais, j'ai plus le droit de chialer, moi, là. Ouais. C'est De vrai. voir une personne comme ça, aussi forte, c'est tellement plaisant. Avant de terminer, je vois que vous avez un beau chapeau rose. Ouais, Ça fait partie de votre équipement? c'était entre autres, je suis vraiment habillé là, avec Paris 2024. Ça, c'est C'était celui mon uniforme de bénévole à Paris, À au Paris Paralympique. 2024. Ouais. Ah, ben, c'est super. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que je suis en compagnie de M. Denis Drouin, qui est un électricien de formation. Mais la raison pour laquelle on l'a avec nous, c'est qu'on veut parler de bénévolat. On veut parler aussi un peu de ce qui se passe dans les jeux qui incorporent des gens qui ont des handicaps physiques. Et je pense qu'on aurait du sujet pour faire une autre demi-heure. Si ça vous intéresse, on pourrait peut-être se revoir et puis continuer de parler de ce beau sujet-là. Ça va me faire plaisir de revenir pour un autre 30 ou 40 minutes. Je suis à l'aise devant la caméra et je suis à l'aise avec un bon intervieweur comme vous. Ça va bien aller. Je reviens. Merci. Je vais vous donner un beau 20$ pour ça. Alors, on s'en va à la prochaine. Je vous dis à tous bonjour et à la prochaine. Merci d'être là.